On plonge tout de suite au cœur d'une tradition culinaire vraiment fascinante. Ce qu'on va examiner aujourd'hui, ce n'est pas une simple recette, non, c'est une véritable leçon d'histoire gustative. Cette présentation est pensée comme une vraie masterclass, dédiée à un joyau souvent méconnu du patrimoine yéménite, les fameux gâteaux salés de l'Aïd de la vieille ville de Sanaa. Et oui, on oublie souvent que les pâtisseries de fête ne sont pas forcément pleines de sucre. Ici, l'accent est mis sur des techniques ancestrales et des ingrédients bruts d'une qualité exceptionnelle. Allez, on va découvrir comment transformer ces ingrédients en un véritable chef-d'œuvre patrimonial. Ah, cette citation s'élève des vieilles fenêtres en pierre, un parfum de gui local et de nigel. Ça capture vraiment l'atmosphère magique qui précède les jours de fête. Juste avant l'Aïd, il y a cette odeur si spécifique qui s'échappe des quartiers historiques de Sanaa. C'est ce parfum enivrant du gui local fondu qui se mélange aux graines de nigel. Chez nous, ces gâteaux ne sont pas de simples encas, pas du tout. C'est un pilier fondamental de l'hospitalité yéménite. On les sert traditionnellement le matin de l'Aïd avec une bonne tasse fumante de thé adéni aux épices ou de lait chaud. C'est un rituel de bienvenue, une façon d'accueillir avec une générosité qui fond en bouche. Au programme de cette masterclass aujourd'hui. Premièrement, l'âme de Sanaa dans les épices. Deuxièmement, le secret du tapsis, ou l'art du gui et du croustillant. Troisièmement, le pétrissage doux et les motifs traditionnels. Et enfin, le chapitre 4, les fameux secrets de chef. On commence tout de suite avec notre premier chapitre, l'âme de Sanaa dans les épices. Pour la base, il faut être d'une précision chirurgicale. On part sur 1 kilo de farine blanche, qui va nous servir de toile de fond. Mais toute notre attention doit se porter sur ce mélange d'épices jalousement gardé. On y met 2 cuillères à soupe de nigel, une d'anis entier, une cuillère à café de fenouil moulu et une de cardamome moulu. On ajoute à cela 2 tasses de gui local fondu, une demi-tasse d'huile végétale pour équilibrer et bien sûr une cuillère à soupe de levure instantanée et du sel. C'est là que la combinaison de la farine avec ce quatuor précis, nigel, anis, fenouil et cardamome, qui crée une architecture aromatique absolument sans pareil. C'est ça qui donne notre arôme signature traditionnel, un parfum qui éveille les sens et signale direct qu'un jour de fête approche. Et là, c'est une règle d'or de notre gastronomie. Pas de place pour les substituts bas de gamme. C'est non négociable. La qualité premium de ces épices, c'est ce qui distingue le vrai gâteau de l'Aïd yéménite originel d'un simple produit de boulangerie standard. Le fenouil va apporter une douceur herbacée, la cardamome une note florale et citronnée, tandis que l'anis et la nigel offrent une profondeur terreuse super chaleureuse. Pour recréer le véritable goût de l'ancienne Sanaa, chaque épice doit être fraîche et d'une puissance absolue. Passons maintenant au chapitre 2, et c'est la technique la plus délicate, le tapsis, le secret du gui et du croustillant. Le tapsis, c'est le cœur technique absolu de cette recette. Concrètement, c'est une méthode ancestrale qui consiste à frotter le gui chaud et l'huile directement dans la farine à la main jusqu'à absorption totale. C'est vraiment un geste d'artisan transmis avec amour. On prend la matière entre ses paumes et en frotte doucement mais fermement. Et la sensation physique est extraordinaire. On sent la mixture se transformer sous les doigts. La farine, initialement sèche, s'imprègne de la matière grasse chaude et absorbe chaque goutte de ce beurre clarifié parfumé. C'est un travail manuel, patient, qui demande de l'attention jusqu'à ce que la moindre petite particule de farine soit parfaitement enrobée. Mais pourquoi fait-on ça ? Eh bien, l'objectif de cet effort minutieux, c'est d'obtenir une texture délicate, douce, presque sablonneuse. Le tapsis est la fondation de tout l'édifice. C'est l'unique raison pour laquelle nos gâteaux atteignent ce croustillant légendaire. En enrobant les grains de farine de matière grasse avant même d'ajouter du liquide, on empêche le gluten de trop se développer ensuite. Et voilà le secret absolu pour obtenir cette friabilité exquise. Ce gâteau qui fond tendrement en bouche tout en offrant une morsure super croustillante après la cuisson. Chapitre 3. Le pétrissage doux et les motifs traditionnels. L'art du façonnage. Attention, c'est ici que beaucoup de recettes échouent, donc il faut suivre ces règles à la lettre. Premièrement, l'eau chaude doit être ajoutée de manière très progressive. Deuxièmement, et c'est capital, la pâte doit être rassemblée en douceur. Il est formellement interdit de la pétrir vigoureusement ou de la malmener. Un pétrissage rude rendrait la pâte élastique et les gâteaux finiraient durs comme de la pierre, ruinant tout notre beau travail du tapsé. On cherche juste à obtenir une masse cohésive et tendre. Ensuite, la troisième règle impose un temps de repos obligatoire de 30 minutes, à couvert. Ça permet aux ingrédients de s'hydrater uniformément et à la pâte de se détendre, garantissant un croustillant parfait. Une fois la pâte bien reposée, l'aspect artistique entre en jeu. Les techniques de façonnage sont variées, on peut former de petits cercles parfaits ou bien allonger la pâte pour créer des formes en longs doigts.
Mais ce qui fait vraiment l'identité visuelle de ces gâteaux, ce sont les motifs. En utilisant des outils tout simples comme les dents d'une fourchette ou une petite pince métallique spéciale, on vient minutieusement sculpter des motifs traditionnels yéménites sur le dessus de chaque pièce. Et ces petits sillons ne sont pas seulement magnifiques à regarder, ils augmentent la surface de la pâte, capturant ainsi la chaleur du four pour créer encore plus de croustillant sur les bords. Un véritable travail d'orfèvre avant la cuisson. Pour la cuisson, 180 degrés Celsius. C'est la température exacte d'un four parfaitement préchauffé. Et durant les 20 à 25 minutes qui suivent, la magie opère. La chaleur transforme la pâte sablée, la forçant à développer une belle croûte dorée absolument parfaite. Et en même temps, elle commence à libérer ce parfum délicieux et épicé qui va embaumer toute la maison, annonçant l'arrivée imminente de la fête. On arrive à notre dernier chapitre, les secrets de chef pour un succès garanti. Voici les conseils d'experts à retenir impérativement. Le point le plus vital, le secret transmis de mère en fille, c'est l'utilisation du ghee local, le samn baladi. Ce n'est pas qu'une simple matière grasse, c'est l'âme indéniable de la saveur de cette recette. Sans le samn baladi, le gâteau perd son identité authentique. Ensuite, il faut scrupuleusement limiter la quantité d'eau pour éviter toute dureté de la pâte. Comme on l'a vu, le repos de la pâte est aussi la clé du croustillant. Enfin, le dernier secret réside dans la conservation. Pour préserver cette texture friable pendant des jours, il est absolument indispensable de stocker les gâteaux refroidis dans une boîte métallique hermétiquement fermée. Ça protège notre chef-d'œuvre de l'humidité ambiante. Pour conclure cette masterclass, prenons un instant pour y réfléchir. Comment ces recettes patrimoniales si précises nous aident-elles à préserver nos mémoires culturelles collectives à travers les générations? C'est profond, car au croisement de la nourriture et de l'histoire se trouvent nos identités. La précision de ce rituel, du choix rigoureux des épices à la technique du tapsé jusqu'au façonnage délicat, ce n'est pas seulement une question de goût. C'est un véritable acte de préservation culturelle. Chaque morsure historique de ces gâteaux de l'ancienne Sanara est un lien direct avec le passé, une mémoire ravivée. C'est une invitation merveilleuse à recréer cette histoire chez soi. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie et que la découverte de ces richesses continue de tous nous inspirer.